Dans cette vidéo, on va continuer notre exploration du livre de base de Warhammer V4. Dans la première, on avait vu globalement la structure du livre, le système de résolution vraiment basiquement, et on avait fait une création de personnages, enfin on avait parlé de la création de personnages. Donc maintenant, on va parler des règles. On va commencer par les tests, donc vraiment le truc qu'on va devoir faire souvent. Et puis ensuite, on va regarder les états et les points de destin, tout ça, les règles de combat. En gros, on va parler du moteur. On va parler du moteur. On va pas s'intéresser tout de suite à la magie, aux miracles, etc. Ce sera probablement la troisième et peut-être dernière vidéo de ce truc. Je vais pas couvrir tout le livre. Donc, on nous conseille, dans ce jeu de rôle de Warhammer V4, de ne pas essayer d'appliquer forcément toutes les règles tout de suite et de ne pas interrompre la partie et d'apprendre en jouant. Et je pense que c'est vraiment important à partir du moment où vous jouez à ce genre de système d'apprendre en jouant. Et éventuellement oublier des trucs, simplifier des trucs, rajouter des règles, sait-on jamais. Parce qu'effectivement, il va y avoir plein de petites règles optionnelles à droite à gauche. Ce serait rigolo de faire le compte des règles optionnelles dans tout ce schmilblick. Donc on va voir les différents types de tests. Donc la mécanique de résolution de base. Donc on l'avait déjà expliqué dans la vidéo précédente. Mais pour rappel, dans Warhammer V4, on joue avec des dés100, donc en fait 2 D10, un pour les dizaines, un pour les unités. Et on fait des jets de dés où on essaie de faire moins que notre compétence, ou notre caractéristique, tout ça. Donc si par exemple, je suis en train d'escalader un mur, j'ai une compétence escalade à 43, je jette un dé100 et je vais devoir faire 43 au moins pour réussir à monter le mur d'escalade. C'est aussi simple que ça. On retrouve la règle d'or qui est une sorte de vieillerie que se trimballe un peu le jeu, qui en fait est pas si débile. Il y a des gens qui critiquent la règle d'or, etc. Est-ce que je fais une parenthèse sur la règle d'or? Je fais tout de suite une mini parenthèse sur la règle d'or. La règle d'or, on va dire qu'en termes de game design, c'est assez difficile à entendre. Parce que la règle d'or, ça veut dire en gros, quand dans votre jeu, vous sentez qu'il y a une règle qui vous gâche le plaisir de jouer, qu'il y a un truc qui bloque, etc., modifiez-la, changez-la. Et en fait, c'est un peu une sorte d'aveu de faiblesse du game design. En tant que designer, si je vois la règle d'or dans un jeu, je suis déjà en mode... J'aurais bien aimé avoir confiance dans ce livre pour me proposer un truc super carré, hyper réfléchi, où je vais avoir rien à enlever, rien à rajouter. Ça me plaît pas trop. Mais en fait, la règle d'or, c'est aussi un truc qui est lié à un peu une sorte de réalité de terrain. C'est l'infinité des possibilités d'un jeu de rôle, l'infinité tactique, et aussi le fait que comme ça n'est pas un jeu compétitif, un jeu de rôle, mine de rien, se plier, passer 3-4 séances, par exemple, à une règle où vraiment elle nous saoule et on se dit que ça nous apporte pas grand-chose alors qu'on s'éclate avec le reste, on pourrait la virer, en fait, ça fait chier personne, quoi. Ça ne concerne que notre groupe de jeu, finalement. Donc, c'est un peu ça la règle d'or, c'est cette latitude qui nous est donnée par rapport à ne pas respecter les règles du livre. Et je vous prie de croire que dans un jeu comme Warhammer V4, il n'y a pas besoin que ce soit écrit dans le livre pour que je l'applique cette règle d'or, parce qu'il y a des choses qui me plaisent plus ou moins. Donc, le test dans Warhammer V4, c'est ce qu'on a expliqué. C'était le jet et qu'il fallait faire en dessous de notre compétence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être affecté. En fait, la difficulté, de base, c'est notre compétence, mais elle peut être affectée par les circonstances. Donc ici, on nous dit que la difficulté peut varier. Donc par exemple, j'escalade un mur, on a dit, je dois faire moins que mon escalade, ma compétence d'escalade. Et ça, c'est quand on considère que le niveau est intermédiaire. Mais si par exemple c'est un mur très facile à escalader, mais que j'ai quand même envie de mettre de l'aléa là-dedans, je peux faire un jet à plus 60. Plus 60, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais donner plus 60 à ma compétence et que je vais devoir faire moins. Par exemple, j'ai 43 en escalade. Si c'est très facile d'escalader ce mur, je peux mettre plus 60, donc j'arrive à 103 en escalade et je vais devoir faire moins avec un D100. Si finalement c'est un mur plutôt difficile à escalader, j'ai pas de matériel, en fait, on regarde globalement la situation, les circonstances, etc. Galère, la situation, il pleut et tout. C'est peut-être très difficile d'escalader le mur et je vais avoir moins 30. Et dans ce cas-là, comme j'avais 43 en escalade, moins 30, j'arrive à 13. Donc je dois faire moins de 13 avec un D100. Mes chances de réussir à escalader ce mur se sont vraiment réduites. Donc ça, c'est le MJ qui va un peu arbitrer ça. Et comme vous l'avez pu le remarquer, ça peut amener la difficulté à 0. Donc dans ce cas-là, c'est quasiment impossible à faire. Alors il me semble qu'il y a une règle qui dit, typiquement règle optionnelle, hein, que un 1 est toujours une réussite et un 100 est toujours un échec. De base, c'est même de 1 à 5, c'est toujours une réussite, et de 96 à 100, c'est toujours un échec. Donc même si j'ai plus de 100% de chance de réussite, en réalité, si je fais 96 ou plus, je rate, et si j'ai 0% de chance de réussite, de 1 à 5, je pourrais réussir. C'est ça la règle de base. Et il y a des règles optionnelles qui nous disent « Ah, vous pouvez changer ça et tout », mais on va essayer de se concentrer plutôt sur la base. Sinon, on n'a pas fini, on n'est pas couché. Bon, chez moi, il est midi, donc je vais peut-être pas aller me coucher. Un autre truc qui est important à noter par rapport à ce jet de dés, c'est que dans Warhammer V4, on se sert quand même assez souvent ce qu'on va appeler des degrés de réussite. Donc en fait, le degré de réussite va nous permettre de savoir à quel point on a réussi ou à quel point on a raté. En fait, ça va dépendre de l'écart du chiffre des dizaines de notre jet avec la difficulté. Donc admettons, je devais escalader
j'avais 43 en escalade. Ok ? Si je fais 43, ou que je fais 41, ou que je fais 42, ou que je fais 40, j'ai réussi. C'est un succès minime en gros. J'ai 0 degré de réussite en fait. Si je fais 30, l'écart entre le 4 de mon 43 et le 3 du 30, là, l'écart entre les dizaines est de 1. Et donc j'ai 1 degré de réussite. Si je fais 22, alors que j'ai 43 en escalade, j'ai 2 degrés de réussite. Là, le calcul à faire, c'est une soustraction en fait. C'est genre, j'ai 40 en escalade, j'ai fait 20 avec mes dés. Si je fais 40 moins 20, et du coup, le chiffre des dizaines c'est 2, j'ai 2 degrés de réussite. C'est l'écart de 10 en 10, autrement dit. Je le dis de différentes manières parce que c'est pas toujours évident à comprendre, mais c'est que des écarts de 10 en 10. On ne s'intéresse pas d'ailleurs aux unités a priori. On s'intéresse qu'aux dizaines, on regarde les dizaines de notre jet de dés. Et en fait, cet écart va permettre de déterminer le degré de réussite. Donc plus, en gros, je vais avoir un résultat faible, plus je vais avoir une bonne réussite, et plus je vais avoir un résultat élevé, plus mon échec il va être catastrophique. Si, par exemple, j'avais 70 en escalade, et que j'ai fait 20, 70 moins 20 égale 5, j'ai 5 degrés de réussite. Enfin, 70 moins 20 égale chiffre des dizaines. J'ai 5 degrés de réussite, donc c'est un succès impressionnant. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir graduer mes succès et mes échecs. Ce qui fait que même quand vous avez, par exemple, grâce à toutes sortes de bonus, vous êtes hyper compétent, genre j'ai 80 en escalade et en plus un mur hyper facile à escalader, donc j'ai plus 60, donc je suis à 140, je peux quand même jeter les dés pour savoir mon degré de réussite, potentiellement. Et ça va aussi permettre, lorsqu'on va faire des jets en opposition, de déterminer qui a le mieux réussi en fait. Donc ces degrés de réussite vont nous permettre d'ajouter de la nuance et vont servir à pas mal de moments, notamment dans des oppositions entre personnages. Donc ça, c'est l'histoire du degré de réussite. Ensuite, on a une option qui est les critiques et les maladresses, c'est quand on fait des doubles. Donc si par exemple je rate, j'ai 43 en escalade toujours, je fais 66 donc je rate, comme c'est un double en fait, directement on se dit en fait c'est un critique, donc c'est un échec critique ou une réussite critique quand on fait des doubles. Donc 11, 33, 22, 55, 99, etc. etc. Maintenant on va parler du test étendu. Donc le test étendu, c'est l'idée qu'on fait une tâche qui va prendre du temps, comme son nom l'indique. Donc par exemple, on veut fabriquer un objet, on veut savoir en combien de jours on va fabriquer l'objet. Et donc mettons, on dit, je dis un truc au pif, pour forger une épée, il va nous falloir 20 degrés de réussite. Donc ce dont on parlait avant, les degrés de réussite. Il va nous falloir 20 degrés de réussite pour finir de forger une épée. Dans ce cas-là, je vais faire des jets de forgeage d'épée, là, de ferronnerie, de forgeage. Et à chaque fois que je vais faire un jet de forgeage, je vais regarder mon degré de réussite. Et je vais les cumuler. Donc par exemple, première fois que je fais mon jet de forgeage, j'ai 1 degré de réussite, bon bah j'avance de 1 dans la fabrication de mon épée. La fois suivante, j'ai 3, et ben j'ajoute 3 à 1, et donc j'arrive à 4 dans la fabrication de mon épée, et en accumulant comme ça les degrés de réussite, je vais finir par terminer de forger mon épée. Donc ça peut être sur des projets de long terme, on va acheter par exemple une fois par jour consacré à cette tâche, ou ça peut être sur des trucs beaucoup plus court terme, par exemple, dans l'exemple qui nous est donné, crocheter une porte. On peut pas le faire en un tour, on veut savoir combien de tours ça va prendre parce que les ennemis sont en train d'arriver derrière. Donc on va devoir accumuler des degrés de réussite pour terminer de crocheter cette porte. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est une bonne utilisation du système. J'aime bien. Ensuite, on a le soutien. Donc là, c'est finalement quand on va venir s'entraider. Donc en fait, quand on s'entraide, tous les personnages... Alors les personnages pour s'entraider doivent être compétents dans le truc. Je peux pas aider quelqu'un si j'ai pas la compétence. Et chaque personnage qui aide donne plus 10 à celui qui est en train d'aider. Donc en fait, ceux qui aident n'ont pas forcément besoin de jeter les dés pour aider. Donc on peut s'aider dans la plupart des cas, mais la limite, c'est qu'il faut avoir la compétence. Il faut être pas loin de celui qu'on essaie d'aider. Bon, ça... Ok. Est-ce que j'avais vraiment besoin que ce soit écrit quelque part? On peut pas aider pour aider à résister à la maladie, au poison, à la peur, au danger, ou toutes sortes de choses où on se dit bah c'est pas possible de s'aider. Pareil, c'est pas très intéressant comme règle. Et on nous dit, on a une limite du nombre de personnes qui peuvent nous aider. Cette limite, c'est notre bonus dans la caractéristique appropriée. Et ça, je me permets de remettre l'écran, c'est le moment où honnêtement, on se dit la règle d'or, c'est pas mal. Parce qu'honnêtement, se demander à chaque instant quand j'aide quelqu'un, c'est combien ton bonus de force? Ok, t'as 2, donc 2 personnes peuvent t'aider vu que t'as 2 en bonus de force. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne va pas faire ça. Ça a l'air relou. Donc ça, c'est les petites règles qu'on fait sauter. En gros, ce qu'il faut retenir selon moi ici, c'est que quand on aide quelqu'un, dans la fiction, il faut que ça fasse sens. On peut pas aider quelqu'un dans un truc dans lequel on est incompétent. On peut pas aider quelqu'un dans un truc sur lequel on n'a aucun impact. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'on donne plus 10 à la personne qu'on aide. C'est largement suffisant comme règle, si vous voulez mon avis. Donc ça, c'est vrai, c'était vraiment les règles de base. Hein. C'est allé assez vite. Je suis étonné qu'il n'y ait pas le jet en opposition ici. Ah, c'est là, le test opposé. Je l'ai sauté sans faire exprès. My bad. Donc j'allais oublier un truc assez important, le test opposé. Donc parfois, on va se confronter à des adversaires. En fait, c'est un affrontement de compétences contre compétences.
typiquement quand on est en train de se battre. Et donc c'est important de le savoir avant d'aller dans le combat. Et donc dans ces cas-là, en fait, les deux personnages vont faire un jet avec leurs compétences respectives qui s'opposent. Donc en général, en combat, c'est capacité de combat, par exemple. Et en fait, on va comparer leur seuil de réussite. Donc on va lire l'exemple, littéralement. Je pense que ce sera le plus simple. Tolich se retrouve à un endroit où il ne devrait pas être et tente de se dissimuler aux yeux d'un garde. Le MJ décide qu'il faut effectuer un test opposé. Tolich utilise la compétence discrétion, se cacher, alors que le garde utilise la compétence perception. Dans ce cas-là, on va le gérer comme un test qu'ils appellent spectaculaire, mais on va oublier ce terme de test spectaculaire. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder les degrés de réussite. C'est le camp qui va avoir le meilleur degré de réussite qui va gagner. Ça veut dire que si les deux participants, les deux camps opposés, obtiennent le même degré de réussite, c'est le groupe avec la compétence ou la caractéristique la plus élevée qui gagne. Et dans le cas improbable où il y a encore une égalité, on arrive dans des trucs bizarres, genre statu quo, etc. Donc les trucs qui arrivent jamais, quoi. Ou alors les deux groupes refont leur jet, peu importe. Donc si on reprend un exemple, ayant mis à terre un important baron du Reichland au cours d'une fête, Salundra s'apprête à quitter la salle de bal. Cependant, des gardes peu avenants lui bloquent le passage, conscients de devoir impérativement retenir le noble capitaine. Salundra leur jette un regard noir tout en s'approchant. Le MJ lui demande de faire un test d'intimidation et l'oppose à un test de commandement effectué par l'officier. Le joueur et le MJ effectuent leur lancer. La compétence intimidation de Salundra est de 47. L'officier a un score de commandement de 46. Donc Salundra, elle doit faire moins de 47 pour réussir. Mais comme c'est un jet en opposition, on veut pas juste savoir si elle a réussi, on veut savoir à quel point elle a réussi ou quel point elle a échoué. Donc là, on jette les dessins. Salundra obtient un 4, ce qui lui donne un degré de réussite de 4. 4 moins 0 égale 4. Elle a 4 degrés de réussite. Tandis que l'officier, il fait 16, et comme il avait 46 en commandement, il a 3 degrés de réussite. Donc Salundra a un meilleur degré de réussite que l'officier. Elle parvient à l'intimider. En fait, ce que ça permet, ce système, c'est d'éviter les statu quo. Parce qu'en fait, comme on ne cherche plus à savoir qui a réussi, qui a raté, en réalité, quand on compare les degrés de réussite, si les deux échouent à leur jet, ils vont avoir un degré d'échec. En fait, ils vont rater, mais on va pouvoir calculer leur degré d'échec, et donc on va comparer leur degré d'échec, et c'est celui qui aura le moins raté qui va gagner, entre guillemets. Et donc en fait, la notion de réussite et d'échec ici est beaucoup moins importante. On va juste comparer les degrés de réussite et tout, et donc il n'y aura jamais de statu quo, et quand on sera en combat, qu'on va se battre, qu'on va attaquer le mec d'en face, ça prendra en fait vraiment en considération nos forces respectives, et on va comparer, etc. Et donc en fait, ce système de degrés qu'on compare nous permet de régler beaucoup de situations, et il nous sert aussi également dans notre système de test étendu dont on a parlé et tout. Donc en gros, si on devait résumer les jets en opposition, les deux camps jettent les dés, celui qui fait le meilleur résultat gagne. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant on va dans le combat. Donc le combat, on a en fait un combat qui se décompose en rounds. Dans chaque round, on a un tour. Chaque joueur a un tour dans le round. Et on a un ordre d'initiative. En gros, un combat, comment ça marche? On commence par déterminer s'il y a la surprise. On peut décider d'utiliser des jets de dés, etc. Ou alors, si c'est évident, le MJ va dire qui est surpris ou non. Donc on peut utiliser des compétences, genre perception, tout ça, si on veut. Mais si c'est évident, voilà. On peut décider qu'il y en a qui ont la surprise. Et dans ce cas-là, eh bien, on aura un round de surprise. Donc le fait de prendre un ennemi surpris par surprise donne un énorme avantage, puisque l'état surpris, donc on va le regarder vite fait, l'état surpris, ça fait que vous ne pouvez ni vous déplacer, ni faire une action pendant ce round, et on peut pas se défendre lors des tests opposés. Donc c'est vraiment gravissime d'être surpris. Tout adversaire qui tente de vous frapper, etc., gagne plus 20 à la CC, enfin c'est n'importe quoi. En gros, on fait rien pendant un tour, on se fait défonce. Donc au premier tour, il y aura des gens qui seront surpris, d'autres qui seront pas surpris. Bref. Donc une fois qu'on a géré la surprise, on arrive au début du round, et donc en fait il faut qu'on détermine notre initiative. Et l'initiative ne bouge pas pendant le combat. On la détermine tout simplement en fait en comparant les scores d'initiative. Parce qu'en fait on a une carac qui est initiative, donc on va jouer par ordre d'initiative. On peut aussi y mettre de l'aléatoire, c'est une règle optionnelle, mais sinon c'est vraiment on suit l'ordre d'initiative, et en cas d'égalité, celui qui a l'agité la plus haute joue en premier, puis ainsi de suite, etc. Vous pouvez dire en cas d'égalité c'est les joueurs qui gagnent. Voilà, c'est aussi simple, ça leur donne un petit avantage. Donc une fois que vous avez votre initiative, vous jouez round par round, et dans chacun des rounds, en fait, chaque belligérant va prendre son tour. Et donc pendant son tour, il va pouvoir faire une action et se déplacer. Et il y a des actions gratuites. Donc se déplacer, en gros, c'est se déplacer à sa vitesse de mouvement. Éventuellement plus faible parce que terrain difficile, etc. etc. Il peut y avoir de l'escalade et tout. Mais en gros, vous bougez. Et l'action, c'est tout le reste. C'est se battre, c'est faire en fait un truc vraiment significatif qui prend vraiment du temps dans le round. Tandis que les actions gratuites, c'est dire un mot, lâcher un objet, peut-être, ce genre de choses. Donc concernant les actions, en fait, grosso modo, on va pouvoir faire tout ce qu'on souhaite, sachant qu'on va être limité par la durée d'un round, donc je crois que c'est quelque chose comme 6 secondes, mais qu'on peut étirer un petit peu narrativement parlant, mais voilà.
un truc raisonnable, dans une durée approximativement de 6 secondes, et là, on va pouvoir faire absolument tout ce qu'on souhaite, et en général, on va avoir besoin d'un jet de compétences ou d'un truc comme ça pour le faire. Donc ça peut être pour crocheter la porte avec un test étendu, comme on le disait tout à l'heure, préparer un sort, attaquer, etc., etc. On va pouvoir en faire une par round. La plus importante, enfin la plus récurrente lorsqu'on est dans un combat, évidemment, c'est d'attaquer. Mais il pourrait s'agir de plein d'autres choses. Par exemple, ici, on a une option sur la défensive, mais on voit que c'est une option. Et donc, je me permets de m'arrêter là avant de passer à l'action d'attaque qui, elle, il faut quand même comprendre. Encore une fois, un jeu de rôle, c'est un jeu où potentiellement il y a une infinité tactique. Et ici, le choix qui a été fait, c'est de ne pas faire trop une liste d'actions par rapport à, par exemple, un Warhammer V2. Je trouve que c'est pas mal parce que, on y reviendra à la fin, moi je pense que toutes ces options, etc., on ne devrait pas avoir à les retenir. On devrait pouvoir aller les consulter. Et en réalité, il va falloir arbitrer toutes ces situations au cas par cas et donner des bonus et des malus à droite à gauche. Donc par exemple, quand on a, comme sur la page sur laquelle on était, une option sur la défensive qui nous dit qu'on a plus 20% pour se défendre si on décide de l'utiliser, en gros de ne pas attaquer, de rien faire d'autre que de se préparer à se défendre, on aurait plus 20 pour ça. C'est bon de l'avoir en tête, mais c'est indiqué comme une option en fait. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait vouloir faire en tant que personnage en pensant à la fiction avant tout, et qu'on va avoir besoin en fait d'un arbitrage du MJ. Et toutes ces options, moi je les lirais plutôt comme des guidelines pour que le MJ gère le truc. Parce que vu qu'on n'a justement pas une liste limitée, exhaustive, c'est contradictoire, limitée, exhaustive. Vu qu'on n'a pas une liste d'actions, il y a beaucoup de jeux qui ont des listes d'actions, et en fait, tu as toute une liste d'actions ultra codifiée, plus une dernière action qui est tous les trucs qu'on n'a pas pu prévoir dans la liste. Bon, bah, autant ne pas faire de liste, dire les personnages peuvent faire un truc raisonnable, machin bidule, on vous trust en tant que MJ, on vous donne quelques guidelines, mais c'est pas des listes d'actions codifiées. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, et que c'est comme ça qu'il faut prendre en fait les règles de combat et les règles globalement de ce jeu. C'est comme ça que je le ferai, en tout cas pour ma part. Et c'est là aussi que moi, j'aurais probablement... Je suis pas ultra fan de jouer avec des trucs automatisés, style Foundry, etc. Donc si on utilisait un truc comme Foundry, un logiciel pour jouer à distance, un virtual tabletop tout automatisé, bon bah on pourrait prendre en compte toutes ces règles telles quelles. Mais honnêtement, je pense que à titre perso, je préfère, et je trouve qu'on a à gagner, en tout cas dans mon playstyle, à essayer de capter la philosophie, qu'est-ce que c'est un plus 10, qu'est-ce que c'est un plus 20, qu'est-ce que c'est un moins 10, qu'est-ce que c'est un moins 20, et pouvoir gérer ça au débeauté en regardant la fiction avec le MJ qui sert à faire un peu converger la fiction et à trancher quand on n'est pas exactement d'accord. Ça évite cette sorte de surcharge mentale et d'interruption à devoir aller chercher la règle, sans nous obliger à avoir des trucs automatisés où du coup on pourra difficilement faire du homebrew, etc. et sortir du carcan de l'automatisation, ce sera un peu plus compliqué. En tout cas, s'il y a bien une action qu'il faut comprendre et qui est importante en combat, c'est celle d'attaquer. Et donc attaquer, c'est un jet opposé comme on l'a expliqué plus tôt. Donc c'est une des actions les plus fréquentes. Et il va y avoir bien sûr l'attaque au corps à corps et l'attaque à distance. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, déjà, un combat au corps à corps, la difficulté par défaut est de 0. On met pas des bonus et des malus de base au corps à corps, c'est un jet à plus 0 et qui est opposé. Quand on est au corps à corps, il va y avoir le défenseur qui va jeter les dés et l'attaquant qui vont jeter les dés. Et comme c'est un jet opposé, on va comparer leur degré de réussite, comme on l'expliquait plus tôt, tout simplement. Et donc si l'attaquant a un plus haut degré de réussite, il touche son adversaire. Et si le défenseur réussit, eh ben, fin de l'action, tout simplement. Si c'est le défenseur qui a le meilleur degré de réussite, fin de l'action de l'attaquant. Et à son tour, celui qui s'est défendu, quand ce sera son tour, il pourra attaquer. Donc on n'est pas dans un système de passe d'armes, on est vraiment dans un système au tour par tour où on peut s'attaquer, et quand on se fait attaquer, on peut se défendre. Lorsqu'on gagne un jet opposé, on gagne un avantage. Donc, si l'attaquant a plus de degré de réussite, il touche, il va faire ses dégâts, etc., etc., et en plus il va gagner un avantage, et si le défenseur réussit à se défendre, l'attaque ne réussit pas, et le défenseur gagne un avantage. Un avantage, grosso modo, on le reverra plus en détail tout à l'heure, mais c'est un plus 10 pour les actions suivantes, et c'est cumulable. Il y a différentes manières de gagner des avantages pendant le combat, et à chaque fois qu'on gagne un avantage, on gagne plus 10. Et on peut accumuler des avantages et arriver jusqu'à plus 30 potentiellement, quoi. Plus 60, plus 50. Mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est le plus 10. Pour une attaque à distance, cette fois-ci, le défenseur ne peut pas se défendre, à moins qu'il ait un bouclier éventuellement. Mais en gros, c'est pas un jet opposé. C'est pas un jet opposé de base, c'est juste l'attaquant qui va tirer. S'il réussit, bah, il va toucher son adversaire, il va gagner un avantage. S'il rate, le défenseur ne gagne pas d'avantage ici. Dans les combats, on peut utiliser le truc de coup critique.
donc c'est-à-dire ce dont on a parlé plus tôt, les doubles, et que si on fait des échecs critiques, on fera des maladresses. Mais je pense que c'est une règle qui vient bien s'instaurer, qui augmente pas tant la charge mentale, parce que finalement, faire les doubles, c'est quelque chose d'assez visible. On va tout de suite voir si on a fait un double et se rappeler, ah c'est vrai, s'il y a un double, il n'y a pas une règle, et on va vite adopter ce système de critique et de maladresse sur les doubles. Ensuite, on détermine la localisation. Donc, si notre attaque réussit, on inverse en fait tout simplement les résultats des dés de l'attaquant pour savoir où il a touché. Donc, si par exemple, j'ai réussi à toucher lors d'une passe d'arme au corps à corps, j'ai fait 25, j'inverse les deux chiffres, donc ça fait 52, et je sais où j'ai touché. En l'occurrence, ici, ce serait au corps. Donc ça va être important pour deux choses. C'est pour savoir l'armure, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes points d'armure partout où on touche. Si je touche à la tête alors que le gars n'a pas de casque, il n'aura pas d'armure. Si je touche au corps, alors qu'il a une grosse cote de maille, peut-être il aura plus d'armure. Donc si on décide d'utiliser les règles d'armure détaillées, c'est important. Si on décide pas d'utiliser les règles d'armure détaillées, c'est moins important. Parce qu'on a l'option dans le jeu de dire qu'on veut savoir les différentes armures, etc., aux différentes parties du corps, ou non. On peut décider de ne pas le faire, et en gros, dans ce cas-là, quand on a une armure légère, on a 1 d'armure partout, quoi, et quand on a une armure intermédiaire, on a 3 d'armure partout, voilà, ça doit être un truc comme ça. Je l'ai pas sous les yeux. Et dans ce cas-là, c'est un peu moins important de déterminer la localisation, sauf lorsqu'il y a un coup critique. Lorsqu'il y a un coup critique, là, on veut savoir la localisation. Parce que quand il y a un coup critique, ou en tout cas une blessure critique, en fait, on va avoir une table de blessures critiques qu'on verra après, et on va tirer sur la table, et en fonction du résultat, on aura infligé différentes blessures critiques. Donc je pense que si on ne sert pas des armures détaillées, on n'est pas obligé à chaque attaque de regarder la localisation. Et on peut vérifier la localisation que lorsqu'il y a un coup critique, et éventuellement, si on avait oublié, puis on fait « Ah mais attends, c'est un coup critique », on peut relancer le dessin pour savoir la localisation. Cette inversion, ça permet de gagner du temps si vous décidez de l'appliquer à chaque attaque, l'inversion des deux chiffres. Mais si vous en servez que pour les coups critiques, éventuellement, vous pouvez, je pense, relancer que lorsqu'il y a un coup critique. Donc, une fois qu'on sait où on a touché, peu importe les histoires d'armure, etc., là, en fait, ce qui est vraiment important, une fois qu'on sait qu'on a touché, c'est déjà de déterminer les dégâts dans la majorité des scénarios. Et donc, les dégâts, c'est pas très très compliqué. Chaque arme a un nombre de dégâts. Ces dégâts peuvent, si c'est des armes de corps à corps, être influencés par la force de notre personnage. Si c'est des armes à distance, ce sera moins influencé, enfin, ce sera pas influencé par la force. Par contre, la qualité de notre réussite quand on touche va affecter les dégâts. Et donc on va se servir pour ça du degré, en fait, du degré de réussite. Donc une fois qu'on a déterminé la localisation, il est temps de regarder les dégâts infligés. On prend le DR de notre test opposé et on l'additionne aux dégâts. Donc si par exemple, j'ai attaqué et j'ai eu un degré de réussite 4, et ben je vais ajouter 4 aux dégâts de mon arme. Donc c'est pas compliqué. Et pour appliquer les dégâts, donc voir les dégâts que je fais finalement, en fait on va soustraire l'armure de mon adversaire et son bonus d'endurance, donc la dizaine de son endurance. Donc on peut déjà calculer à l'avance sur la fiche. Et du coup, si vous décidez de ne pas utiliser les localisations de dégâts, en fait, ça va, entre guillemets, créer un score d'armure qu'il faudra soustraire à tous les dégâts que vous prenez. Sachant que si, quand on soustrait l'armure, etc., aux dégâts, on arrive à 0, la règle nous dit qu'on inflige toujours au moins un point de dégâts. Et donc, ces dégâts vont être soustraits aux points de blessure, qui sont un peu les points de vie, grosso modo. Ils vont être soustraits aux points de blessure. Et quand mon adversaire va arriver à 0 point de blessure, il va commencer à être en mauvaise position. Parce que tout dégât supplémentaire, en fait, à chaque fois que le nombre de points de blessure perdus est supérieur au total de points de blessure de l'adversaire, celui-ci va recevoir une blessure critique et va tomber à terre. Et donc il va commencer à être dans une mauvaise situation. Donc on y reviendra un peu après, je suis le livre. Donc en gros, si on devait résumer, on fait un jet opposé pour savoir si on touche. Pour ça, il faut avoir des degrés de réussite positifs. Une fois que je sais que j'ai touché, je peux déterminer la localisation pour savoir où j'ai touché. Ensuite, je calcule mes dégâts, je retire l'armure de mon adversaire, et bam, c'est fait. Concernant les critiques et les maladresses, là, dans le truc avec les doubles, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'en gros, si on fait en temps normal, pour infliger un critique en fait à notre adversaire, il faut l'amener à 0 point de blessure et faire plus de dégâts que ses points de blessure restants, et à partir de ce moment-là, on va commencer à lui faire des blessures critiques à chaque fois. Mais c'est possible de faire une blessure critique avant d'amener son adversaire à 0 point de blessure, par exemple si on fait une réussite critique lors de l'attaque avec un double. Et dans ce cas-là, on va pouvoir aller tirer un effet de dégâts critiques directement sur le tableau des critiques qu'on verra après. Et si on fait un échec critique, du coup, avec un double, toujours, on va tirer ici une maladresse. Et donc, ça peut dire qu'on peut se bloquer soi-même, que notre arme peut s'ébrécher, etc., etc. Et donc, ça rajoute du piment au combat.
Donc je pense que ça, pareil, c'est un truc que je garderai. Il faudrait probablement avoir un écran de MJ ici pour retrouver ce genre de tableau. Parce que sinon, si on doit feuilleter le bouquin, c'est la galère. Et si je joue à distance, ce serait peut-être le genre de truc que je collerais sur ma table, mon Holberg Rodeo, mon machin. Je ferais une capture d'écran et je le foutrais quelque part pour l'avoir toujours à l'œil. Ce truc-là. Ici, on a une histoire d'incident de tir avec les armes à poudre. On nous dit que si on fait un double, une maladresse avec un incident de tir, notre arme peut rater son allumage et exploser dans nos mains. Un peu violent. J'imagine qu'il y a des talents, etc. pour réduire les chances que ça arrive, parce que sinon c'est catastrophique. En fait, on se prend les dégâts de son arme à quand même 5% du temps en moyenne. Donc c'est un peu... un tir sur 20, mon arme explose dans mes mains. Un peu galère quand même. Donc pour le combat à distance, ici, on nous explique que de base, on peut pas se défendre contre une attaque à distance, c'est ce qu'on disait plus tôt. Donc il y aura pas de jet opposé, à moins qu'on ait une compétence d'esquive, si c'est des armes à bout portant, des trucs comme ça, ou qu'on ait un bouclier très large, etc. Donc en général, ce sera détaillé dans l'équipement, ou on se dira dans la fiction, ouais, peut-être qu'il y a moyen que t'esquives. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que de base, on peut pas, et qu'il y a des exceptions qui font qu'on va pouvoir esquiver. On peut pas normalement attaquer à distance quand on est corps à corps, sauf si on a un pistolet éventuellement, et dans ce cas-là, notre cible, elle pourrait se défendre, parce qu'en fait, on se sert presque du pistolet comme d'une arme de corps à corps, et on pourrait dévier le pistolet, tout ça. Donc encore une fois, c'est des choses en fait qui sont assez logiques dans la fiction. Donc la traduction en règle vient le préciser, mais c'est pas des choses qu'on doit nécessairement retenir, quoi. D'instinct, on pourrait le savoir. Maintenant, la difficulté en combat. Donc on a dit que de base en combat, on modifie pas nos jets, mais il y a tout un tableau pour des exceptions. Par exemple, tirer sur une cible géante, c'est très facile, donc on pourrait avoir plus 60. Attaquer un adversaire qui est engagé en arrivant dans son dos, on pourrait avoir un plus 20. Attaquer en surnombre, on va gagner des bonus, etc., etc. Et donc ici, c'est un tableau qui, a priori, est prescriptif, mais en vrai, on peut le regarder et se dire qu'il est indicatif. Et décider un petit peu de comment, en tant qu'MJ, on va arbitrer ses bonus et ses malus. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir à peu près tout le système, parce que retenir exactement ce truc-là, au bout d'un moment... faire la checklist, c'est relou. Donc il y a des trucs qui sont faciles, genre la taille, ok, le truc est géant, le truc est très grand, etc. Bon, c'est facile à retenir. Le fait qu'en surnombre, plus ou moins, on cumule des plus 10, des plus 20 quand on est plus nombreux, etc. On peut finir par le retenir, mais globalement, encore une fois, il faut regarder la fiction et se rappeler qu'on peut venir affecter en fait la difficulté des jets. C'est ça la philosophie du truc. Donc ici, on nous parle de cas spéciaux. Par exemple, les cibles sans défense. Donc, par exemple, si on attaque une cible endormie, inconsciente, etc., c'est automatiquement un succès. Tirer dans le tas, bon ça c'est quand on essaie de tirer au milieu d'une foule, etc. Tout ça, en fait, c'est des explications de bonus circonstanciels, de supériorité numérique, de si l'adversaire est pas là, le jeu va venir vous donner des plus 10, des moins 20, des bidules, en fonction de la taille, en fonction de machin. Moi, honnêtement, je vous dirais, souvenez-vous que vous pouvez mettre des bonus-malus, et allez-y au jugé, et venez vérifier ces trucs-là que si c'est nécessaire, et vous allez dégrossir énormément les règles qui sinon semblent hyper galères, quoi. Genre, retenir tout ça, c'est trop chiant. Donc ici on a un combat, le truc de combat à 2 armes, donc c'est un peu spécifique. Et en gros, on nous explique qu'il faut un talent spécial pour attaquer avec nos 2 armes, sinon avoir une arme dans chaque main, ça nous donne juste la possibilité de se servir de l'une ou l'autre. Donc voilà. Ensuite on a un petit tableau de dispersion éventuellement pour certains trucs comme des grenades, des bombes, etc. où on a une règle de dispersion. C'est des règles qui sont pas hyper importantes. Combat à main nue, ça se passe comme d'hab. Exactement que n'importe quelle attaque, sauf s'il y a une empoignade. Et dans ce cas-là, on a toute une règle spéciale. Ça, c'est souvent la règle galère de quasiment tous les jeux de rôle, les empoignades. On va pas le regarder. Encore une fois, c'est une situation spécifique. Soit vous le faites au jugé, soit vous venez apprendre cette règle. Combat monté, c'est pareil. Grosso modo, on peut profiter du mouvement de sa monture. On peut décider d'attaquer le cavalier ou la monture, etc. Je vais pas m'enfoncer là-dedans. En fait, toutes ces règles-là, un autre truc que je voudrais dire, c'est que le seul endroit où ça peut être vraiment problématique, c'est que vous connaissiez pas la règle et que vous l'appliquiez pas à la lettre, si vous êtes complètement inconstant, de 1. Mais je pense que d'instinct, on est à peu près constant. On peut faire des erreurs, mais les erreurs, c'est pas grave. Et le deuxième truc où ça peut être problématique, c'est par rapport à des talents. En fait, il y a d'autres règles qui viennent interagir avec cette règle. Mais dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire qu'on peut gérer au jugé jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne vraiment spécifiquement se saisir de la règle, par exemple avec un talent. Si j'ai un talent très spécifique qui vient modifier la règle, je sais pas moi, de combat en supériorité numérique ou je sais pas quoi. D'habitude, moi, à la volée, je donnais des plus 10 par exemple. Pour chaque combattant en plus dans l'avantage numérique, je donne un plus 10 à la volée par exemple. Et ben,
Là, peut-être que ça va venir créer une petite friction, et à ce moment-là, vous corrigerez le tir, mais sinon, honnêtement, dans un premier temps, je pense que on peut y aller un peu au jugé et jouer avec la base. Surtout si vous appliquez les mêmes règles pour les deux camps, en fait. C'est ça aussi qui est important. Troisième truc, c'est que si vous faites des arbitrages et tout, ça devrait être les mêmes règles qui s'appliquent aux méchants et aux gentils, entre guillemets. Comme ça, dans ce cas-là, à l'instant T, c'est pas gravissime qu'on n'applique pas pile poil la bonne règle. Ça va être notamment vrai pour les avantages, qui est une règle que je trouve maligne, mais que je trouve logistiquement un petit peu dur à traquer si vous jouez pas avec des jetons et tout, et qui peut sortir en fait de la fiction. Si vous êtes attaché à être plus dans la fiction que dans les règles, il y aura forcément des moments où vous allez devoir parler de règles, etc. dans un jeu comme ça. Si vous voulez réduire un peu cette tendance, l'avantage, il faut en prendre la philosophie, je pense, et pas forcément l'appliquer à la lettre. Donc l'avantage, ce que ça fait, comme on le disait, c'est à chaque fois que vous gagnez une passe d'armes, vous gagnez un avantage. Et il y a d'autres trucs qui font gagner des avantages. Donc, quand on attaque un ennemi surpris, on gagne un avantage. Quand on charge un ennemi, on gagne un avantage. Quand on utilise une compétence pour évaluer, par exemple, je sais pas, j'utilise la compétence observation, je dis n'importe quoi, hein, pour essayer de voir un pattern dans la garde de mon adversaire. Si je réussis mon jet, je peux gagner un avantage, etc., etc. Et je vais cumuler les avantages, et comme on le disait plus tôt, c'est que des plus 10. Donc j'accumule comme ça des avantages et je peux arriver à plus 10, plus 20, plus 30. Et ça s'applique à tous mes jets, plus ou moins, de combat et de psychologie. Donc tous mes jets de passe d'armes, d'attaque à distance, pour résister à la peur, etc. C'est ça les jets de psychologie, c'est tous les trucs pour résister à la peur, etc., etc. On nous conseille de jouer avec des pions. Si on utilise la règle telle quelle, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Comme ça, en fait, je fais le cumul de mes pions et je sais toujours à combien d'avantages je suis. Et je sais que j'ai un bonus. Et donc en fait, ça fait un effet boule de neige. Plus je cumule des avantages, plus je suis fort et je commence à tout défoncer. Et donc ça permet d'accélérer davantage encore les combats et de permettre en fait en cumulant tous ces facteurs, en me disant ok on va attaquer par surprise, en chargeant et en ayant eu un plan avant grâce à un jet de compétences, on va arriver au début du combat, on aura plus 30 à nos jets. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant comme règle. Maintenant les avantages on les perd dès qu'on rate un jet opposé. Donc c'est-à-dire que j'ai accumulé des avantages. Si je rate une passe d'armes, si je me prends une blessure, je perds tous les avantages que j'avais accumulés jusqu'à ce moment-là. Je les perds aussi à la fin du combat. À la fin du combat, je perds tous mes avantages. Donc en fait, il y a un effet boule de neige, mais qui peut s'arrêter de manière brutale et faire des revirements. Donc c'est intéressant, ludiquement, etc. Et même au niveau de la narration. C'est-à-dire que je peux accumuler des avantages et paf, je fais un échec critique, un truc de merde, et là, la situation se retourne, et ensuite, je la re-retourne, et ça, c'est cool. Maintenant, encore une fois, si on prend en compte qu'il y a des avantages et des bonus circonstanciels, pour moi, il y a un petit overlap qui est un peu embêtant. Et je pense qu'en fait, si je devais jouer à ce jeu, j'essaierais de me souvenir qu'il y a ce système d'avantages, on peut aussi prendre en considération la situation, et je me dirais que plus ou moins ma guideline, c'est que chaque facteur qui aide un personnage lors d'une action lui donne plus 10. Je pense que faire ça, ça casse pas le jeu. Vous jouez pas au jeu exactement tel qu'il a été écrit, mais vous êtes encore dans la philosophie du jeu, vous mettez dans l'état d'esprit où en fait, on négocie des avantages et des désavantages à plus 10, moins 10 dans X ou Y situation. Vous perdez ce côté très cadré de hop, je cumule des pions, je perds tous mes pions, etc. Ce côté très lude, mais vous pétez pas le jeu. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, ce truc de plus 10, moins 10, c'est des trucs qu'on retrouve dans Brigandine, etc. Dans Brigandine, on nous dit tous les facteurs qui peuvent favoriser un des camps donnent plus 10 par facteur, et les facteurs défavorisants donnent moins 10. Et je pense que ça peut marcher. Donc je pense qu'on peut y aller un petit peu au jugé, et que grosso modo, si vous vous souvenez qu'il y a un effet de snowball, vous pouvez cumuler les plus 10. Et en fait, si on regarde la fiction, on peut s'en souvenir aussi. C'est-à-dire que les jetons, etc., c'est bien sur le côté lude, mais si on se concentre sur la fiction et qu'on se souvient que je viens d'attaquer mon adversaire par surprise, je l'ai chargé, etc. On se dit, vas-y, t'attaques à plus 30, là, tu l'as pris par surprise, il peut rien faire et tout. Je réussis ma passe d'armes. Dans la fiction, on va raconter, paf, tu lui mets un coup, il est dans la merde, quoi. Tu conserves l'avantage. Et si, à un moment donné, je me prends une blessure, je me prends un truc, dans la fiction, on se rend compte aussi que je commence à perdre l'avantage que j'avais. Et donc, cette micro-comptabilité est moins importante que de se souvenir de où on en est dans la fiction. Et de donner des bonus et des malus appropriés et surtout de manière cohérente. Encore une fois, c'est ma vision du truc. Donc maintenant, on a les déplacements. Donc là, on a ce truc de mouvement en mètres et tout. Donc moi, personnellement, ça m'intéresse pas de malade. Je pense que c'est le genre de règle que je laisserai un peu de côté. Franchement, je pense pas que je vais m'étendre dessus parce que juste je les ai même pas vraiment lus. C'est le genre de truc que je jarte assez vite. J'ai pas envie de jouer avec une grille ou des mesures en mètres. Ce qu'il faut se souvenir quand même, c'est qu'il y a une notion de désengagement qui fait que lorsqu'on est engagé en combat et qu'on ne souhaite plus échanger de coups avec son adversaire, on dispose de deux options. On peut soit utiliser avantage, on a plus d'avantages que l'adversaire, donc on est dans une position de supériorité. On peut ramener notre avantage à 0. Je perds mon momentum parce que finalement j'étais en train d'écraser mon adversaire et je me casse.
je perds tous les avantages cumulés contre lui. Ou je peux utiliser l'esquive, dans le cas où mon avantage est inférieur ou égal à celui de mon adversaire, et dans ce cas-là, ou que j'ai pas envie de dépenser mon avantage justement. Donc c'est garder un peu la fluidité, le momentum, et dans ce cas-là, je peux me désengager en utilisant mon esquive. Après, on a des règles sur l'escalade, la fuite, le saut, les courses-poursuites. Je vais pas m'étendre dessus. C'est des systèmes qu'on peut regarder ou qu'on peut pas utiliser honnêtement tel quel, les dégâts précis d'une chute, etc. On peut les invoquer au moment où on en aura besoin, quoi. Genre, c'est pas un truc qu'il faut garder en tête en permanence. C'est un petit peu comme les états. Donc ici, on a toutes sortes d'états. Donc assourdi, à terre, aveuglé, empoisonné, brisé. C'est pareil, je pense que c'est des choses qui vont être soit des dégâts sur la durée, soit des plus 10 et des moins 10 sur certains trucs spécifiques. Par exemple, si je suis assourdi, tous les trucs où j'ai besoin de mon audition, je vais avoir des désavantages. Par exemple, on nous dit, si j'attaque un mec qui a un problème d'audition en combat rapproché par le flanc ou par derrière, je gagne un bonus de plus 10 pour toucher. Enfin, je pense qu'on peut un peu les gérer à la volée. Si on se concentre sur la fiction, on se souviendra que tel mec a été assourdi. Ça veut pas dire qu'en fait, on va pas utiliser le fait d'être aveuglé, pas utiliser le fait d'être à terre, etc. dans le jeu. Ça veut dire qu'on va se souvenir dans la fiction des facteurs tels que assourdi, à terre, etc. et qu'on va mettre des bonus et des malus par rapport à ça en se disant que c'est à peu près du plus 10 ou du moins 10 en fonction des circonstances. Donc c'est le genre de choses que, pareil, je pense, on apprend en jouant. Et même là, vous voyez, on nous dit, genre, se reposer combien de temps? Combien de temps pour récupérer de tels ou tels effets? Et ben là, on dit, c'est le MJ qui va décider du temps nécessaire, etc. pour un état exténué. Je pense que ce sont des règles qui ne sont pas capitales pour faire tourner le jeu. Donc ici, on a le destin et la résilience. J'y reviendrai après parce que j'ai envie d'aller au bout de mes histoires de blessures critiques. Donc là, on a fait à peu près le tour du combat. Si je résume, on peut se déplacer, on peut faire une action. Les actions d'attaque, c'est des jets opposés. Et quand on réussit une attaque, on calcule les dégâts, on enlève des points de blessure. Et des fois, on fait des blessures critiques. Et il y a le système d'avantage. Au niveau des blessures, c'est un peu le bout du process de combat, en général, à moins que quelqu'un se rende avant de mourir, ce qui est quand même hautement probable. On va avoir donc des blessures critiques, etc. Quand il y a un coup critique ou quand on n'a plus de points de blessure et qu'on continue d'accumuler des dégâts, on va prendre des blessures critiques. Donc généralement on les subit et on va avoir différentes blessures critiques en fait. Il y a du détail dans la blessure critique dans le jeu et donc on va devoir déterminer quelle blessure spécifiquement on a. Donc c'est là que la localisation est vraiment importante dans le jeu. Donc lorsqu'on subit une blessure critique, on détermine la localisation et ensuite on va jeter un dé pour savoir quelle blessure on a subi. Tout compte fait. Et donc plus le résultat va être bas, moins ça va être grave, et plus ça va être haut, plus ça va être grave. Donc par exemple, blessure à la tête, l'endroit où on n'a vraiment pas envie d'être blessé en général, sur un résultat de 0, 1 à 10, une blessure spectaculaire. Donc dans ce cas-là, on a une fine entaille, on gagne un état hémorragique, et notre blessure peut nous donner, grâce à notre cicatrice, un petit bonus, etc. Donc à chaque fois, c'est un petit effet spécifique qu'on peut utiliser, qu'on peut ne pas utiliser. En général, c'est plutôt PJ d'ailleurs de gérer ça. C'est pas au MJ de penser tout le temps « Ah oui, c'est vrai, t'as une cicatrice, donc t'as plus un degré de réussite en intimidation. » Mais si le PJ l'utilise en faire valoir, eh bien c'est très très bien. Et ça peut être un nez cassé. Donc un nez cassé, ben, ça va nous donner 2 états hémorragiques. On peut être sonné, et une fois cette blessure guérie, on pourra pareil gagner des bonus, malus, objets sociaux, etc. Donc c'est plein de petits détails. Mais ça n'arrive que lorsqu'il y a blessure critique. Et le pire, bien sûr, c'est faire 100, décapitation. Votre tête est tranchée au niveau de votre cou et part dans les airs atteignant à 1 des 3 mètres de votre corps. Bon, ça, ce sont les blessures critiques. Et ça, c'est surtout important pour les PJ, évidemment. Parce que traquer quelle blessure critique a été infligée à quel mec en permanence, c'est pas toujours nécessaire. Sauf si c'est un PNJ très important. Et d'ailleurs, on a une option, et pour moi, ça devrait pas... Enfin, genre, la plupart du temps, on veut pas s'en servir comme d'une option dans un combat, on va dire, d'escarmouche classique. On a une règle de mort subite qui dit que le MJ peut utiliser la mort subite. Et dans ce cas-là, lorsque la cible subit plus de points de dégâts qu'elle n'a de points de blessure, elle meurt de façon dramatique et gagne immédiatement l'état inconscient. Donc ça peut servir lorsqu'on combat plein d'animaux sauvages, de brigands, de machins en même temps. Peut-être qu'on voudra utiliser blessures critiques sur des PNJ importants, dans des duels, dans du PVP même éventuellement, pour avoir plus le détail de la résolution sur des personnages dont on pense en fait qu'on va les revoir, et donc on a envie de savoir s'ils ont récupéré de leurs blessures critiques, etc., etc. Sinon, la mort, en dehors d'une décapitation ou d'un truc comme ça, la mort, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut accumuler indéfiniment des blessures critiques? Bien non. En fait, si on obtient l'état inconscient et qu'on a 0 point de blessure, on regarde le total de blessures critiques dont on souffre, donc le nombre de blessures critiques en tant que telles, c'est-à-dire j'ai
Une blessure spectaculaire, un œil au beurre noir et le nez cassé, par exemple, c'est 3 blessures critiques. Et ben, si ce nombre de blessures critiques dépasse mon bonus d'endurance, je succombe. Sauf si quelqu'un fait un truc miraculeux, quoi. De plus, et ça c'est très important, si vous êtes inconscient, quiconque est engagé avec vous et a une arme adéquate peut vous tuer. On peut vous achever. Et donc en fait, cet état inconscient-là va souvent dépendre de la blessure critique qu'on a reçue. En général, les blessures critiques les plus graves, en fait, nous rendent inconscients. Genre les commotions cérébrales, mâchoire cassée. Comme mâchoire cassée, vous voyez, on est encore sonné. On fait un jet pour voir si on est inconscient. En gros, les blessures critiques les plus violentes, c'est elles qui vont nous amener à tomber inconscient, et à ce moment-là, on va se demander si on risque pas de mourir, en fait. Pareil, si vous voulez un jeu vraiment qui fonce, vous pourriez mettre la mort subite sur les PJ, je sais pas si tout le monde est d'accord autour de la table, mais sinon, voilà, vous allez devoir jongler un peu avec ces blessures critiques. Je pense que c'est un des systèmes, là, il va y avoir un peu entre guillemets, besoin de l'apprendre par cœur, le faire au débeauté, ça marcherait moins bien, type parce que l'enjeu est élevé, en fait. Et donc, si on veut vraiment exploiter ce système, on va devoir, à force d'itération, apprendre ce que fait l'effet hémorragie, typiquement. L'effet inconscient, l'effet sonné, tout ça. Donc des petites aides de jeu sur ce truc-là, ça peut être sympa, je pense. Donc voilà pour les blessures critiques et tout. Je regarde. Donc si, ensuite on a le système de soins. Donc ça, pareil, c'est un peu la mer à boire, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de détails sur la guérison des blessures et tout. Je vais pas le couvrir ici parce que tout simplement, je l'ai pas en tête. Et je pense que c'est des choses qu'on apprend en jouant, et dont le détail va varier un petit peu en fonction de chaque table, en fait. Maintenant, un truc, je reviens en arrière, qui n'a pas forcément à voir qu'avec le combat, qui peut avoir son importance à plein d'endroits, c'est le destin et la résilience. Donc on avait parlé dans la création de personnages, on a des points, en fait, qu'on peut utiliser pour venir impacter les règles du jeu. Le destin, la résilience, la chance et la détermination. Donc pour combien on a de ces points, je vous invite à regarder la vidéo sur la création de personnages. Ici, ça ne nous intéresse pas. On veut savoir à quoi ça sert. Donc, on nous dit le destin et la résilience représentent la façon dont vous sortez du lot. Donc, ces deux trucs, destin et résilience, disposent d'une valeur permanente et d'une réserve de points. Vous pouvez dépenser vos points afin d'obtenir de petits avantages, sachant que ces réserves vont se reconstituer au fil du jeu. Vous pouvez également choisir de réduire votre indice de destin et de résilience. Ça vous apportera un avantage significatif, mais réduira définitivement la réserve correspondante. Et ça, c'est pas hyper clair, honnêtement. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les points de destin et les points de chance vont ensemble. Et les points de chance, on en regagne fréquemment. Tandis que les points de destin, quand on les utilise, en fait, on les crame et on les regagne très rarement. Et les points de destin, lorsqu'on les crame, ça réduit aussi notre nombre de points de chance. Parce que nos points de chance, en fait, on en a le maximum de points de chance, c'est le nombre de points de destin. Le destin et la chance, ça représente notre destinée, le fait qu'on soit, entre guillemets, un personnage principal. Et ce qui peut faire un peu la différence. Même si le jeu peut être dur, on a des armes pour montrer qu'on est un personnage principal et qu'on peut quand même tenter des choses. Ça va nous permettre de survivre dans des circonstances où d'autres n'auraient pas pu. Donc le destin est directement lié à vos points de chance. Les points de chance sont dépensés pour recevoir des bonus mineurs. C'est le destin qui détermine le nombre de points de chance. Et on peut sacrifier des points de destin pour avoir des effets vraiment majeurs. Donc on va commencer par les points de chance. On peut dépenser les points de chance pour faire pencher la balance de notre côté. Donc ça peut nous aider à relancer un test, ajouter 1 degré de réussite à un test après qu'il ait été effectué, ou au début de chaque round, on peut choisir le moment où on va agir sans tenir compte de l'ordre d'initiative. Donc c'est des petits avantages, mais qui bien utilisés font la différence. On les regagne au début de chaque session de jeu, jusqu'à un maximum équivalent à notre destin, tout simplement. Pour les points de destin, c'est autre chose. Dépenser des points de destin. On peut sacrifier des points de destin pour éviter la mort et survivre même dans les conditions les plus improbables. Donc on peut s'en servir pour mourir un autre jour. Au lieu de mourir au moment où les règles disent on est mort, on peut utiliser un point de destin et dire qu'on est laissé pour mort, emporté par une rivière. Dans tous les cas, on est éjecté de l'action, notre personnage va survivre, peu importe les circonstances normalement fatales, mais il ne prendra plus part à la rencontre actuelle. Donc c'est vraiment le dernier recours. On peut décider d'utiliser un point de destin plus tôt, de manière un petit peu plus... on veut pas... En fait, l'autre manière, c'est de faire c'est l'effet comment ça a pu rater. Donc c'est-à-dire que j'ai pas envie de sortir du combat. Par exemple, utiliser un point de destin pour meurt un autre jour, c'est vraiment au moment où je crève, j'utilise ça, je sais qu'il peut plus rien m'arriver. Je serai sauvé par le destin. Mais je peux plus aider mes potes qui sont encore dans le combat, du coup. Donc si je veux, au moment où je devrais mourir, je peux, par exemple, au moment où je vais prendre un coup qui devrait me tuer, là, je peux décider, 1, 2, 3, d'utiliser un point de destin, et dans ce cas-là, j'annule complètement les dégâts que j'aurais dû subir, et donc, je continue le combat tel quel. Mais le risque, c'est que je me reprenne les mêmes dégâts au prochain tour. Et j'ai cramé un point de destin. Par contre, je peux continuer d'agir, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour mon personnage.
Et les points de destin, eux, quand est-ce qu'on les regagne? Eh ben, uniquement sur un acte de bravoure ou héroïque particulièrement impressionnant, donc pas juste pour faire trop lolo, je me sacrifie pour la 16e fois parce que j'ai déjà fait 100 fois de jeu de rôle. Mais c'est quand on fait vraiment un truc de dingue. Je pense à la fin de la séance, on peut se dire, putain, ça mériterait pas de regagner un petit point de destin. Donc le point de destin, c'est vraiment une ressource majeure. On va pas en regagner beaucoup dans une campagne, quoi. Peut-être même pas. Donc la résilience et la détermination maintenant. Donc c'est un peu l'équivalent destin-chance. La résilience, c'est une sorte de point de destin, et la détermination, c'est une sorte de point de chance. Donc la détermination, c'est la petite monnaie qu'on récupère facilement. Elle, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'être immunisée à la psychologie jusqu'au prochain round. Donc en gros, au moment où vous devriez subir la terreur, etc., vous pourrez dire non, j'utilise de la détermination. Vous pouvez ignorer des modificateurs dus à une blessure critique, ou vous pouvez retirer un état. Par exemple, un état hémorragie, un truc comme ça. Donc en fait, ça permet de bloquer, entre guillemets, des effets négatifs. Et la résilience, cette fois-ci, ça permet de ne pas développer une mutation, donc d'empêcher une mutation qu'on aurait dû subir, parce que dans le jeu, on peut subir des mutations. Ou, au lieu de lancer les dés pour un test, on peut choisir le résultat, ce qui permet de réussir même dans les pires conditions. On peut même choisir de faire un double, enfin, on peut vraiment choisir le résultat de notre jet de dés. Donc ça peut être très très fort. Et donc de la même façon, la détermination, on la regagne relativement facilement, en fait, quand on suit nos motivations. Et la résilience, on la regagne uniquement pour une action d'une grande importance effectuée en accord avec votre motivation qui régénérera votre âme, etc. etc. Donc voilà pour ces deux currencies. Ça, c'est pareil. Ces genres de règles, au début, je pense ça et les trucs genre hémorragie, les états, c'est vraiment les règles les plus compliquées à enregistrer. Ça va prendre quelques séances. En particulier les états, parce que c'est vraiment au moment où ils vont arriver qu'on va qu'on va devoir se rappeler de la règle. Ici, les points de chance, etc., c'est plus des règles où, en gros, on risque de pas y penser au début, et de pas trop savoir ce qu'on peut faire avec, et de devoir s'en rappeler plusieurs fois. Et une fois qu'on aura compris comment ça marche, je pense, notamment les points de chance et de détermination, ça va devenir facile de s'en servir. D'ailleurs, un truc un peu regrettable, je trouve, mais bon, c'est une question de place aussi, c'est que c'est pas écrit sur la feuille comment on se sert des points de chance, etc. Et ça aurait été vraiment pas mal en termes de mise en page. Vous voyez par exemple le mouvement, moi je trouve que ça sert pas à grand chose. je l'enlèverai, touc, et je mettrai ça à la place. Donc voilà, je pense qu'on a bientôt terminé. Je pense qu'on va faire au passage, je vais pas faire tous les soins et tout, on va parler rapidement de la corruption. Parce qu'on a aussi les maladies et infections, mais honnêtement, on va pas parler des maladies et infections, et les traits psychologiques, pareil. Plein de petites règles soit circonstancielles, soit vraiment optionnelles. Je ne les couvrirai pas dans ces vidéos. Mais je vais quand même parler de la corruption parce que ça, c'est important. Donc la corruption. Les points de corruption sont utilisés pour représenter la lente dérive de votre âme vers les dieux sombres du chaos. Et vous vous exposez à une potentielle mutation, etc., devenir fou et tout le tralilou. Et donc, en étant exposé, par exemple, à des matières à magie très puissante, comme de la malpierre ou aux influences du chaos, etc., on risque de se corrompre. Donc comment est-ce qu'on peut se corrompre? De deux manières principalement. En passant de sombres pactes ou en s'exposant donc à des influences corruptrices. Donc des influences corruptrices, c'est assez simple à imaginer. Vous imaginez un monde de corruption, etc., comme il y en a plein de fantaisie. Il y a certains trucs, si on s'y expose, on risque de gagner de la corruption. Donc par exemple, on rencontre un démon, on est en contact avec des mutants, on se laisse aller au désespoir, on se trouve exposé à des adorateurs du chaos, tout ça, ça peut nous faire gagner de la corruption. Et on va faire des jets éventuellement pour y résister. Mais il y a un moyen proactif de gagner de la corruption, ce sont les sombres pactes. Donc quelquefois, vous devez l'emporter. La plupart du temps, ça signifie réussir un test important. Si ce test aboutit à un échec, vous pouvez utiliser un point de chance pour le relancer, en espérant que la seconde tentative sera couronnée de succès. Mais qu'en sera-t-il si ce second test se solde lui aussi par un échec, ou qu'il ne vous reste plus de points de chance? Il est temps de conclure un sombre pacte. Vous pouvez décider de recevoir volontairement un point de corruption pour pouvoir relancer un test, même si un deuxième jet a déjà été effectué. C'est toujours un choix qui vous appartient, mais le MJ peut vous le rappeler. Donc en gros, vous pouvez passer une sorte de deal avec le diable pour augmenter vos chances de réussite, et dans ce cas-là, gagner de la corruption. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et qu'est-ce que ça fait en fait, cette corruption? Eh bien, lorsqu'on va gagner plus de corruption que notre bonus de force mentale, plus notre bonus d'endurance, on doit faire un jet de résistance, et sur un succès, on contient la corruption, pour cette fois. Mais dès qu'on va regagner de la corruption, on devra refaire le test. Lorsqu'on va rater le test, c'est là que la corruption va commencer à venir nous faire muter. À ce moment-là, on va perdre de la corruption, mais on va obtenir une mutation. Donc, en gros, au moment où la corruption finit par nous frapper, on perd de notre score de corruption, là. Donc ça fait que ça fait pas un effet boule de neige trop puissant, mais par contre, on commence à avoir des conséquences. Donc on va jeter un dé pour savoir si la corruption est plutôt
sur notre corps ou notre esprit. Et en fonction des races, on n'est pas affecté de la même manière. Et une fois qu'on saura si c'est plutôt notre esprit ou notre corps qui est affecté, et ben on aura des tables de corruption en fait, qui vont nous donner nos mutations et ça va venir changer nos stats, ça va changer aussi notre apparence, etc., etc. Et donc dans le monde de Warhammer, avoir une tronche de corrompu ou devenir fou, ça peut avoir des impacts au-delà de l'impact mécanique. Il y a une limite de corruption, c'est-à-dire que si on survit assez longtemps pour recevoir plus de mutations que notre valeur de bonus d'endurance, ou plus de mutations mentales que notre bonus de force mentale, on bascule dans le chaos, on devient un PNJ, on devient un méchant, on devient un fou, on est damné. Donc on ne peut pas cumuler indéfiniment des mutations. Pour perdre des points de corruption, on peut essayer de perdre de la corruption avant d'arriver au stade où on commence à muter. Donc dans ce cas-là, le MJ peut nous proposer des sortes de deals, c'est-à-dire nous susurrer à notre oreille les murmures du chaos, nous dire de faire un truc vraiment pas bien, nous faire des sortes de deals. Si on accepte, bah on fait un truc pas bien, genre laisser un ennemi s'échapper, tirer sur un allié accidentellement, s'endormir dans son tour de garde. En fait, on vient compliquer notre situation parce qu'on est perturbé par les voix des seigneurs sombres qui se trouvent au-delà de notre réalité, etc. Et en échange de cette complication qu'on accepte, on peut diminuer notre corruption. Donc je trouve que c'est plutôt cool tous ces trucs. Et au final, on a l'absolution, donc ça c'est vraiment plus essayer de faire par exemple une sorte de pèlerinage, de faire un acte vraiment, par exemple purifier un temple profané par les dieux sombres, rejoindre un ordre saint, détruire un artefact maudit, etc. Ça pourrait nous permettre de baisser notre corruption. Donc on a fait le tour de ce que je voulais faire dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé? Eh bien oui. Donc il y a pas mal de règles à apprendre. Il y a pas mal d'options aussi. Moi, ce que je ferais, quand je vois ça, je me dis, de prime abord, en première lecture, je me disais, la flemme. On repose le livre, on retourne dans le livre avec notre petite lunette d'académicien d'Aldorf. Et là, on se dit, ok, c'est un jeu où quand même c'est écrit qu'il y a la règle d'or. Donc c'est un jeu où on en a peut-être mis un peu trop. On en a mis pour tous les goûts, on va dire. Moi, je pense que si on capte comment ça marche les jets opposés, comment ça marche les jets étendus, comment ça marche les jets simples. Tous les bonus, les malus, les avantages, les machins et tout, c'est pas des options totalement, mais je pense qu'en fait, ne pas les mettre ou les mettre, ça change le jeu, mais ça change pas fondamentalement tout l'équilibrage du jeu. C'est-à-dire que, oui, il y a des talents qui deviendront un peu obsolètes et tout, mais on le verra tout de suite, parce qu'on se sert pas de la règle. Si dans un talent, c'est écrit vous gagnez des avantages pour les hémorragies, machin, et que nous, dans notre jeu, on décide de gérer de manière plus souple les blessures, effectivement, ce talent, il va être moins fort. Mais est-ce que ça veut dire que ça casse complètement le jeu? Je ne pense pas. Donc en fait, je pense qu'il faut y aller en gradation. Apprendre les jets de base, le jet opposé en combat. Comprendre qu'en fait, on va donner des bonus et des malus circonstanciels. Éventuellement, dans un premier temps, peut-être ne pas mettre la localisation, ne pas mettre le système d'avantage. Si on sent qu'on veut vraiment jouer la localisation à chaque coup, on ajoute la localisation. Si on sent qu'on veut utiliser ce système d'avantage pour avoir ce côté, le combat balance dans un sens, dans un autre, on peut le faire. Mais juste des bonus et des malus, et le fait de regarder la localisation qu'au moment de la blessure critique, ça peut suffire, je pense, honnêtement. Là où j'ai le sentiment que c'est quand même pas mal de l'implémenter, même si ça peut être un peu lourd au début. Ça va être sur ce qui est des états avec les blessures critiques, genre hémorragie, poison, etc. Comprendre comment ça marche. Essayer d'y aller un peu à la dure et de l'appliquer avant de commencer à se dire on s'en sert pas du tout. Parce que sinon, en fait, je pense que ça peut, entre guillemets, nous faire passer à côté de quelque chose. En fait, ces trucs-là, on va devoir les apprendre un petit peu à la dure. Et c'est pareil pour les méta-currency. Savoir que le point de chance, ça permet de relancer un GD, alors que le point de détermination, lui, permet d'enlever le malus infligé par une blessure critique. C'est le genre de choses qui sont pas intuitives, en fait. En pensant juste au monde dans lequel on joue et en ayant en tête le système de résolution de base, on pense pas forcément à ces choses-là. C'est des trucs un peu qui viennent en surcouche, mais qui, je pense, ont leur intérêt. Et en fait, sont vraiment ces deux trucs-là, je pense, les deux seuls trucs un peu lourdingues, dans un premier temps, mais qu'il faut apprendre. Sinon, le jeu, je trouve qu'en fait, après lecture, il est pas hyper compliqué. Et que si on joue en se disant pas « The book is real, the book is really important », ça a été méga playtesté, il faut le respecter, blablabla. Non, je pense qu'il y a trop de règles pour que tout le monde joue de la même manière à toutes les tables. On est dans un jeu coopératif, c'est un jeu, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, faire un peu confiance à son MJ et discuter entre les parties des règles qu'on veut appliquer ou non. Avec la base, le jeu marche en fait. Avec la base, le jeu marche. Et voilà pour les combats et tout. J'espère que c'était assez clair, que ça pourra vous aider si vous lisez le bouquin et tout. Il y a d'autres vidéos, de toute façon, sur YouTube qui expliquent aussi les règles. Hein. On n'a rien inventé ici. Et votre propre lecture, évidemment. Et ça, c'est un plus. Je vous donne mon avis et je vous donne même ici, en fait, non pas mon avis critique envers le livre, mais de comment moi j'y jouerai en fait. C'est plutôt ça l'idée de cette vidéo. Dans la prochaine, on parlera de la magie et des miracles, et ensuite on aura fait le tour vraiment des grands pans mécaniques du jeu.
Et on pourra peut-être passer à autre chose sur Warhammer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à soutenir sur Tipeee. Si vous voulez soutenir ce qui se fait sur la chaîne, c'est la seule source de revenus de la chaîne. Donc, ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur le Bon MJ.